Bonjour à tous, tellement contente de commencer cette émission, d'être avec vous tous qui avez participé à l'opération Pile Solidaire, à la 7e édition de l'opération Pile Solidaire. Cette émission va durer en principe 1 heure, mais je suis sûre que vous avez tellement de questions à poser que ça va durer 1h30. Alors je suis magnifiquement accompagnée par 2 personnes que je vais vous présenter. Enfin, ai-je besoin de les présenter? Ça fait 1 an qu'on parle de Griselda et de Dario. Donc voilà, tellement contente qu'ils soient là. On a plein de vidéos à vous montrer, on a plein de photos à vous montrer. On a surtout à vous dire que si cette émission existe et est en train de se passer, c'est parce que la mission Esperanza s'est déroulée, s'est terminée, bien terminée, et qu'il y a de la lumière qui brille dans le désert de la Vallée. Donc c'est un grand, grand bonheur. Il y a eu beaucoup d'émotions. J'espère qu'on va vous transmettre toute l'émotion qu'il y a eu tout le temps pendant ce magnifique projet. Alors, juste des petites informations avant le vrai début de cette émission. Vous pouvez poser des questions dès maintenant. Donc là, on a déjà des petits bonjours qui arrivent. Merci. Vous pouvez donc écrire votre question. N'hésitez pas à la signer. De cette manière, on sait qui est en train de nous parler. Donc ça, c'est vraiment génial et on peut vous remercier au fil du temps. Par ailleurs, aussi des petites informations techniques. Les ramassages ont commencé. Vous savez qu'on espère collecter 80 tonnes de piles. Là, aux premières estimations, on commence à dépasser les 73 tonnes. Donc ça va être magnifique. Comme d'habitude, vous avez répondu présent. Donc vous êtes 1500 établissements scolaires qui participaient à cette 7e édition. C'est vraiment extraordinaire comme d'habitude. Vous avez été très investis comme d'habitude. Ah, alors, je crois qu'on a en plus l'Argentine qui est connectée. Alors ça va être la palpitation du cœur de tout le monde. Donc voilà, on a des salutations qui viennent de Cordoba en Argentine. Je vous rassure, je ne parle pas du tout espagnol, donc ça va être une horreur, mais qui disent qu'ils sont très heureux de participer. Et on est en train d'avoir Pablo Fornari, qui travaille pour Schneider Electric Argentine et qui a fait, on vous racontera le sens de leur participation. C'était pour les lampes solaires qui ont été offertes aux familles. Alors, moi je vais donner la parole à Griselda et Dario, qui sont donc bénévoles électriciens sans frontières, argentins. Voilà, et je vais leur demander, je voudrais d'abord vous demander comment ce projet Esperanza a vu le jour. Comment ça a commencé cette aventure? Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, suite à une présentation d'Électriciens sans frontières en Argentine, la communauté aborigène Huarpe nous a contactés pour électrifier leurs maisons et son centre communautaire. Ça fait 5 ans. Ça a commencé en 2017 et jusqu'à 2022 qu'on a réalisé ce projet. Donc beaucoup de temps en fait. Beaucoup de temps, beaucoup de personnes impliquées, beaucoup de bénévoles qui ont, grâce à la participation de tout le monde, des entreprises, aujourd'hui on a électrifié ces centres. Pourquoi il a fallu 5 ans pour réussir à conduire ce projet à son terme? Parce que bon, c'est un gros projet. D'abord, il faut travailler beaucoup avec beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations. Et donc, ça fait du temps pour faire ce boulot. En plus, c'est des boulots qu'on fait dehors de notre travail. Oui. Donc, c'est du temps qu'on a besoin de compartir avec notre vie quotidienne. Oui. Et bon, ça prend du temps. Oui, super. Donc, mais voilà. Alors, pendant les travaux, il y a eu donc un centre de formation qui a été sollicité avec des jeunes qui ont participé aux travaux. Vous pouvez nous raconter un petit peu pourquoi il y a eu, enfin comment ça s'est fait, pourquoi tous ces jeunes sont venus participer aux travaux? En réalité, un des critères importants d'Électriciens sans frontières, chaque fois qu'on va réaliser un projet, c'est de partager avec des jeunes en formation pour les faire justement vivre cette expérience. C'est un stage. Et dans ce cas, on les implique depuis la formation, pas seulement en termes de photovoltaïque, sinon en sécurité du chantier.
Et après, pendant toute la réalisation du chantier, il participe et il obtient une attestation de formation utile pour son travail a posteriori. Donc on va vous montrer une... alors, bonjour au collège Albert Camus de Barraqueville. Bonjour, bonjour. Enfin, on a plein de bonjours. Ah, on a Liverdi Ambry qui est là aussi. Enfin, on a plein de bonjours. Hein. Super. Alors, on va vous montrer une première vidéo. La première vidéo, c'est justement lorsque, le lundi matin, j'ai accompagné Griselda Dario dans le centre de formation pour qu'ils puissent former les jeunes à quelques règles de sécurité et faire comprendre l'ensemble du projet avant que l'on parte dans le désert de la Vallée le lendemain. Donc on va vous lancer cette première vidéo. Et on est face au centre de formation pour le travail, ici à La Vallée, où nous ferons aujourd'hui une formation pour une quinzaine d'élèves qui participeront aux écoles chantier qu'on va faire cette semaine sur la construction de ce projet Esperanza avec des panneaux solaires. Ezequiel. Luis. Fabián. Sergio. Griselda. Samuel. Damián. Franco. Joel. Ever. Carlos. Renzo. Nicolás. Diego. Daniel. Darío. Carlos. Buenos días. Buenos días. Sergio Oliva, c'est le directeur du centre de formation pour le travail. Et c'est grâce à la participation des élèves qui feront après partie du chantier. Le rôle principal pour de l'école, c'est de donner des formations préparées pour différents métiers. Par exemple, électricité, mécanique, métallurgie. On a contacté l'école et justement très intéressés parce que les élèves ont beaucoup de formations en énergie renouvelable. C'était le cas de ces projets et ils se sont impliqués pour justement améliorer la formation et travailler dans les chantiers. Les étudiants sont tous très contents et en plus ils sont arrivés aujourd'hui très tôt pour démarrer l'activité. Ok, je pense qu'on va commencer. Qu'est-ce que c'est, Griselda? C'est le manuel de guide d'utilisation du système qui a préparé l'entreprise Solper. Una, dos y tres. Esa es la intensidad de cada una de las posiciones. Y la energía que recibe, ¿sí?, en kilovatios hora por metro cuadrado por año. L'entreprise Solper vient d'arriver avec les matériaux, avec puis 4x4. Il y a une autre camionnette qui est restée sur place avec toutes les équipes qui seront installées sur le chantier. Et il y a ici, nous avons les tableaux qu'on va mettre, l'armoire pour les installations, pour contenir. Et dans l'autre véhicule, nous avons aussi toutes les lampes Schneider qui seront distribuées à chaque famille. Ok, tu peux me présenter l'entreprise Solper? Oui, tu viens avec moi? Oui, je viens avec toi. Pero podemos tener la conexión a internet, ¿no es cierto? Sí. Darío. Sí. Rodrigo Valladares, c'est le responsable de l'entreprise Solper, l'entreprise d'ingénierie qui a fait tout le design et qui va construire, piloter le projet. Juan Manuel. Juan Manuel.
Ok. Tobías, Ezequiel y Leandro. Ah, il y a Leandro que está con él. Ah oui, Quiere salir en la peli. 5 de la même entreprise. Hein? d'accord. Et ils vont tous faire les travaux là-bas? Exactement. Exactement. Les travaux et encadrer aussi les étudiants. Qu'est-ce que ça fait quand d'un seul coup on se retrouve après tant de mois de préparation devant un 4x4 prêt à partir et le matériel dedans? Vous ressentez quoi? Beaucoup d'émotions. Déjà, la question Ça touche beaucoup. Ça touche, et parce que finalement, c'est 5 ans de travail, d'espoir des bénéficiaires qui attendent ces moments, et très content d'aboutir avec, et aussi la force de tout le monde qui nous aide et qui fait beaucoup de collaboration, ils sont contents, il y a beaucoup d'énergie, des moments très jolis, des moments très jolis. De voir que tout le matériel il est ici, qu'on va finalement finir ce projet comme il faut et comme on l'avait planifié à la base. Et bon, ça nous arrive à penser aussi en tous ces gens qui nous ont aidés pour qu'on arrive ici. Et beaucoup en France, évidemment, et quelqu'un aussi ici à Mendoza qui nous a aidé beaucoup. Donc c'est une grande satisfaction de voir la concrétisation de ce projet. Voilà, donc là vous avez découvert ce qui s'est passé sur le centre de formation et finalement toute cette équipe qui a pu faire les travaux. Alors dites-moi quand même tous les deux, ça faisait beaucoup de personnes. Donc il y avait combien de jeunes qui ont participé? Oui, beaucoup. Hein. Ils sont 10 gens, plus un professeur, et parce qu'il avait manqué un. Donc voilà, ils sont beaucoup. Quoi. Et l'équipe Solper, donc il y avait 5. Oui, tout à fait. Et il faut justement dire que par rapport aux étudiants, sont des personnes qui ont de différents âges. Parfois, il y avait des personnes de 30 ans qui font cette étude en dehors de ces horaires de travail. C'est-à-dire que c'était un grand sacrifice de pouvoir partager et de faire ces études pour trouver une opportunité de travail. Qu'est-ce qui a été le plus important pendant cette journée de formation? Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre à ces jeunes? Bon, d'abord, on leur a donné tous les principes basiques de l'électricité, bien sûr. Et même s'ils sont en train d'étudier, c'est très important de donner ces parties basiques pour immédiatement continuer sur tout le thème de sécurité. Ça, c'est très, très important. Et l'électricité, c'est quelque chose d'assez important. Il faut la respecter. Et dangereux, donc, c'est ça ce qu'on a transmis à la base. Ce qui était particulier aussi, c'était, mais ça on va le voir un petit peu après, c'est que les travaux se déroulent en plein désert. Et qu'il est impossible d'avoir le moindre accident quand on se trouve en milieu des travaux. L'hôpital, il est très loin. Donc, voilà. Et on a parlé beaucoup de la vigilance partagée, c'est-à-dire regarder qu'il faut l'autre personne, pour éviter tout type d'activité. Et surtout, c'était l'opportunité de travailler avec des panneaux photovoltaïques, que c'est rare pour ces étudiants. Oui. Donc là, ils ont vraiment eu une formation, ils ont pu voir un chantier. En fait, ils l'ont découvert. Ah oui, c'était la première fois qu'ils travaillaient avec des panneaux photovoltaïques. Tout à fait. Exactement. D'accord. Alors que l'entreprise Solper, c'est l'entreprise qui était en charge de cette installation photovoltaïque. Oui, tout à fait. C'était l'entreprise d'ingénierie qu'on a pris dans un appel d'offres et qui justement a monté le projet depuis les études jusqu'à l'installation est garantie. Ah, magnifique. Alors, on commence à avoir quelques questions. Donc, est-ce que Électriciens sans frontières mène aussi des actions en France? Et, surtout à l'international, mais il y a beaucoup d'actions de partenariat
avec d'autres associations aussi en France. Oui. D'accord. Alors une autre question, c'est, alors ça c'est pour plutôt du côté Battery Box. Ouais, attendez, il y a plein de questions. Quels bâtiments ont été construits grâce à Piles Solidaires? Alors, peut-être pas construits, ils n'ont pas été construits les bâtiments. Qu'est-ce qui a été électrifié? On va le voir bientôt, mais qu'est-ce qui a été électrifié? Racontez-nous, c'était quoi le projet en fait dans le désert? Oui, le projet, básicamente, c'est de mettre les panneaux photovoltaïques et après d'électrifier le centre communautaire. Oui. Il y a une petite vieille chapelle à côté qui n'avait pas évidemment d'électricité, de rien du tout. Donc c'est ça qu'on a fait pour aider surtout à la partie de artisanat qu'ils font du travail là. Oui. Ils s'assemblent pour faire du travail. La communauté Warpé se réunit en fait dans ce centre. C'est un point de rencontre très important, régional. Et cet espace, petit espace, les permet de partager des techniques d'artisanat parce que c'est une source de revenus pour la communauté, de lecture, de musique, de danse. Voilà, donc c'est vraiment un point de convergence. Alors ce qu'il va vraiment falloir que tout le monde comprenne, et on va le voir très rapidement dans les prochaines vidéos, c'est que lorsqu'on rentre dans le désert de la Vallée, le désert où vit la communauté Warpé, on ne voit pas les maisons, il n'y a pas de village, il n'y a pas de maisons qui sont regroupées. On ne voit rien en fait. Les maisons sont totalement dispersées dans cet immense désert qui s'appuie contre la cordillère des Andes. Et les maisons sont totalement espacées, mais parfois de plusieurs kilomètres les unes des autres. Donc avoir un centre qui permet de réunir les gens, c'était vraiment leur projet et c'était quelque chose qui était très très important pour eux. C'est vraiment ça. Ok, alors, ce que je vous propose, c'est que, alors, après la première journée de formation, le lendemain, c'était en route vers le désert. Donc, on va vous montrer cette petite partie du voyage. Alors, c'est très bref dans la vidéo. On est quand même resté assez longtemps dans les 4x4 et la dernière partie, quand on rentre vraiment dans le désert, qu'on quitte la route goudronnée, ça devient intéressant. Là, on a eu de la chance, c'était pas trop défoncé, hein, les routes, ça allait à peu près. Donc on vous propose de regarder le voyage jusqu'à l'arrivée dans la maison communautaire. Alors Griselda, ça y est, prêt pour le départ? On part à l'aventure. C'est du bonheur ça, hein? Ah oui, beaucoup.
Voilà, ça c'était le voyage et l'arrivée jusqu'au bâtiment, de la communauté Warpé. Donc vous voyez, on est vraiment dans un désert, on ne voit pas du tout les habitations. C'est assez troublant d'ailleurs. Vous aviez déjà fait un voyage, mais c'est vrai que moi quand je suis arrivée, je cherchais les maisons, je ne comprenais pas pourquoi on ne les voyait pas. Ce qui explique, vous avez vu déjà à quel point ce désert est rude en fait, hein. On est dans le sable, il n'y a rien du tout, donc ce sont des conditions particulières. On vous voit embrasser des personnes. Vous nous racontez qui sont les personnes que vous embrassez à ce moment-là, quand on arrive? C'est qui? Oui, en réalité c'est la présidente de la communauté Warpé. Les Warpé sont associés en différentes communautés et pour défendre ses droits. Et c'est la présidente, son mari et 2 personnes qui participent aussi pour l'organisation justement de toutes les activités autour de la communauté. Voilà. Et puis vous avez vu tous les jeunes qui sont en train de... il a fallu débarrasser le matériel. Le premier panneau photovoltaïque était déjà couvert de poussière, de sable. C'était... ce sont des tourbillons en fait de poussière qui sont toujours derrière les 4x4. Donc vous continuez à voir les photos. Ça c'est le 4x4 notamment avec les panneaux photovoltaïques. Puis vous avez vu dans la vidéo, il y en a un avec la grande armoire. Qu'est-ce qu'on mettait dans cette armoire, Dario? Dans cette armoire vont tous les éléments. Le convertisseur, toute la partie, les batteries ils sont en bas. C'est un groupe de batteries. Et voilà, donc tout le matériel il reste caché et protégé pour éviter des accidents. Et voilà. C'est toujours un moment très plein d'émotions, en fait, quand le matériel arrive sur le site. Il se passe quoi à ce moment-là? En réalité, depuis 5 ans, c'est incroyable finalement de concrétiser quelque chose parce que les bénéficiaires attendaient depuis 5 ans, c'est énorme. C'est énorme. 5 ans pour avoir de l'électricité, c'était vraiment énorme. Alors, on a plein de questions. N'hésitez pas à utiliser l'espace chat sur lequel vous pouvez poser vos questions. Alors, une question, alors j'ai du mal à lire l'école. Félix Eboué, je crois. Est-ce que la mission est terminée? Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. Oui, la mission s'est terminée le mois d'avril. On a fait tous les tests. L'électrification et les lampes solaires ont été distribuées aux familles. Et en ce moment, c'est la partie de suivi pendant 10 ans. On va suivre ces projets. Pendant 10 ans? Pendant 10 ans. D'accord. Et vous allez la suivre comment? Comment vous allez suivre ce projet? Ils font la maintenance sur place. On a fait la formation pour 2 personnes qui vont faire le suivi. Et nous, depuis la France, on continue de contrôler si les installations marchent, s'ils sont en bon état, s'il y a des problèmes avec la garantie. D'accord. Les personnes qu'on a formées sont 2 personnes Warpé. Sont de la même communauté qui vont travailler en principe dans la maintenance. Dans la maintenance, ok. Oh, on a un buenos días. Alors, pardon pour mon accent espagnol qui est une catastrophe absolue, mais on a un buenos días desde Mendoza. C'est juste à côté de La Valle. Alors là, docente de Universidad de Mendoza. Oui, c'est une professeure d'une université de Mendoza. Buenos días. Et en français, bonjour. Buenos días. Ok. Où avez-vous dormi lors de votre voyage? Alors, où avons-nous dormi? Et on a choisi de dormir dans un hôtel au centre du village parce que d'abord, dans les maisons, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Et d'autre part, parce que c'est un peu risqué. Il faut savoir qu'on est au milieu du désert, qu'il y a des insectes, qu'il n'y a pas d'eau. C'est la grande difficulté. Il y a beaucoup de pumas. Et beaucoup de pumas. Oui. On a vu des pots de pumas immenses dans une maison, dans la maison de Ramiro, que vous allez voir un petit reportage là-dessus. Les conditions de vie sont difficiles. Le manque d'eau est terrible. Oui. C'est le problème principal de ces communautés. Oui. C'est-à-dire qu'on a fait les trajets plus de 100-120 km tous les jours aller-retour. C'est ça. Pour toujours...
C'est très difficile de dormir en fait dans les maisons, c'est vraiment très compliqué. Il n'y a pas de place, c'est tout petit, ce sont des conditions compliquées de vie. Ouais. Alors, est-ce que l'argent des piles va servir à regarder la télé et allumer le chauffage? C'est une question d'Adam Carvin. Alors, est-ce qu'avec l'électricité, que vont-ils faire avec l'électricité? Et l'électricité, telle comme elle a été dimensionnée, le projet, va permettre d'utiliser une télévision justement pour la réalisation des ateliers, charger pour les portables, mettre une petite chauffage en hiver, mais aussi une antenne satellitale, qui est déjà, c'est un projet de l'État et qui pourra être connecté bientôt. Mais ça, c'est dans la maison communautaire. Dans la maison communautaire. Oui. Ce qui est important d'expliquer aux jeunes qui nous regardent, c'est que ce que vous avez apporté dans les maisons, c'est juste une lampe solaire. C'est juste une lampe solaire, ce n'est pas de l'électricité en fait. Ouais, ce n'est pas de l'électricité qui permet... Par contre, avec la lampe, vous pouvez charger des téléphones, même des petites lampes avec des batteries rechargeables en fait. Mais pas plus que ça. C'est ça. Et vous allez vous rendre compte très rapidement dans les vidéos à quel point les maisons sont dans le noir total. C'est-à-dire que dès qu'on ferme la porte, on ne voit rien, il n'y a pas de lumière. Donc apporter une lampe solaire comme vous avez décidé de le faire, c'est extraordinaire. Exactement. Et en plus, ce sont des lampes très adaptées à ces milieux et qui permet jusqu'à 48 heures de lumière qui va permettre à ces familles de continuer des activités le soir. Aujourd'hui, ils sont avec des lampes à kérosène qui sont dangereux. C'est de la pollution. Il y a des... Donc tout ça, c'est quand même assez dangereux, puis on n'y voit rien. Ah oui. On ne voit pas grand-chose. Et souvent, ce sont quand même des personnes qui ont des élevages, donc on ne peut pas se balader avec une bougie pour aller voir si une chèvre va bien. Enfin, exactement. Voilà. Donc ce que vous avez apporté, c'est inestimable. C'est la première chose qu'ils nous ont dit, qu'avec ce type de lampe, ils peuvent apporter jusqu'à où se trouvait l'animal pour l'attendre. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, donc c'était vraiment... Ils les aident à naître. Ah oui, c'est ça. Ils vont pouvoir aider les chèvres à naître. Ouais, extraordinaire. Une jolie question. Il y a plein de questions là. Ça y est, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire partie d'Électriciens sans frontières? Pourquoi devient-on bénévole, dites-moi? Pourquoi on consacre tant d'heures après son travail à travailler pour aider les autres? C'est une chose personnelle, non? Oui, et dans mon cas particulier, je pense qu'on reçoit énormément de choses, des personnes. En réalité, on pense qu'on contribue avec la communauté, mais c'est la communauté qui nous donne énormément de choses. C'est une richesse unique au niveau personnel. Ouais. Dario, toi aussi? C'est pareil. C'est des choses en fait qu'on reçoit beaucoup plus de ce qu'on donne. Ouais. Et c'est une grande satisfaction. Ouais. C'est énorme d'aider les personnes qui ont besoin de nous. Une autre question, pourquoi il n'y avait pas d'électricité dans le village? Ça, c'est intéressant. On est à l'école Pierre et Marie Curie de Saint-Laurent de... Je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas, mais c'est pas très grave. On adore leurs questions. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'électricité? Alors, d'abord, le village, je reviens vraiment sur cette notion qui est importante. C'est pas un village comme nous, on peut avoir l'habitude en France. Ce n'est pas un habitat regroupé. C'est une maison là, et puis à 8 km, vous en avez une autre, et à 5 km, il y en a une autre, et à 15 autres kilomètres, il y en a une autre. Ils sont totalement isolés. C'est pas un village. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'électricité? En réalité, la problématique est beaucoup plus complexe. C'est une région qui est devenue désertique. Et pour maintenir justement la seule source de revenus qu'ils ont, qui sont les animaux, ils sont obligés à habiter à une certaine distance pour permettre les animaux manger. Voilà. Parce qu'il y a très peu à manger dans le désert. Exactement. En fait. C'est ça. Exactement. Voilà. C'est ça. Donc s'ils étaient tous regroupés, les animaux n'auraient pas assez à manger. Aujourd'hui, ils sont obligés à maintenir ces distances. Ouais. Et en fait, il faut vraiment bien comprendre que
ce n'est pas possible pour la ville d'apporter le réseau électrique dans ces maisons parce que c'est extrêmement étendu. La seule solution, c'est de mettre des panneaux photovoltaïques parce que les distances sont très longues. Pour le réseau électrique, c'est impossible. Aujourd'hui, c'était impossible. Ah ouais. Ok. Alors ça, je ne sais pas si je dois poser cette question à des Argentins quand même. Quel a été l'endroit que vous avez préféré découvrir en Argentine? C'est le CM1, CM2 de l'école de Barisy-aux-Bois. Oui, alors des Argentins. C'est à toi qui... C'est à moi de dire ça. Mais moi, j'étais amoureuse de l'Argentine et des Argentins, et le désert de la Valle m'a bouleversée, la communauté Huarpe m'a bouleversée. Mais et vous, alors, l'Argentine, c'est immense. C'est très, très, très grand. Donc, on a tout type d'endroits, on va dire. Le nord, c'est très sauvage. Le nord, on est un peu avec les perroquets et ça. C'est la fin de l'Amazonie. Ouais. Donc, la humidité, c'est énorme. Le sud, c'est tout le contraire, jusqu'à Ushuaia. Donc, et de ouest à est, c'est pareil. Et on préfère Mendoza. Oui. Vous préférez Mendoza. On préfère Mendoza, la terre du soleil et du vent. C'est ça, mais il faut vous donner quand même un petit secret, c'est que Dario et Griselda habitaient à Mendoza et ont de la famille à Mendoza. Votre fils est à Mendoza. Exactement. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils aiment Mendoza, qui est juste à côté. Est-ce que des techniciens sont restés sur place pour l'entretien du matériel? Ça, c'est important. Donc, comment ça s'est passé? Comment ça va se passer maintenant? Et justement, comme Dario l'a expliqué, 2 personnes Huarpe sont les responsables de maintenir les installations et sont des personnes qui, une fois par mois, iront sur place, ils vont remplir un formulaire avec tester tous les différents points pour savoir, nous, que ça marche bien, qu'il n'y a pas de soucis. Super. Alors, on vous a parlé des travaux, on vous a dit que les travaux étaient terminés. Donc on va lancer une autre petite vidéo pour vous montrer très vite ce qui a duré plusieurs jours, mais vous faire partager en tout cas ce qui s'est passé sur place. Et vous allez voir à un moment de la vidéo, il y a tout un groupe qui s'énerve sur le moteur, là. Qu'est-ce que c'était le truc qui ne voulait pas démarrer, Dario? C'était le... Ah oui. Il y a un truc qui n'a pas voulu démarrer, en tout cas, pendant toute la matinée, et c'était très important parce que c'était ce qui allait permettre d'utiliser les grosses perceuses pour réussir à traverser les murs. Et ça, il a fallu... C'est là qu'on voit ce que c'est que travailler de manière solidaire, c'est-à-dire que personne n'a lâché, parce qu'il fallait que cette chose-là fonctionne. Donc vous allez voir une brève image, mais dites-vous bien que ça a duré plusieurs heures pour réussir à faire marcher ce truc. Oui. Donc voilà, on va vous lancer la vidéo. Bueno, miren, la planta que hay que hacer, tengan en cuenta, es como, para que vean que no es tanto tampoco. Desde acá hasta ahí, hasta donde está el bidón, por ahí está el... Claro, ahora la vamos a preparar los pies.
No, fíjate, me parece que está en la cartuchera esa que hay. J'adore l'image de fin avec ces panneaux photovoltaïques au milieu du sable. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Oui. C'est quand ils sont là, les 8, qui sont tous là, branchés, reliés à la maison, c'est quand même un moment incroyable. Qu'est-ce qui était difficile dans les travaux? Est-ce que vous aviez tout envisagé? Qu'est-ce qui a été difficile en fait? Bon, comme difficile, c'est encadrer tout le personnel. Oui. Parce qu'il avait 10 personnes de l'école et 7 personnes de Solpé. Donc, plus que quelqu'un de la communauté aussi qui nous a... Ils ont essayé de nous aider, évidemment. Donc, encadrer tous ces gens pour faire beaucoup de boulot et bien fait, de ne pas faire de bêtises. Et ça a été compliqué. Le reste, ça passait très, très bien. On sait bien comprendre. Et les gens, ils sont impliqués très fort pour faire ce travail. Donc, c'est quelque chose qui a sorti très facilement. Oui. Mais c'est vrai que c'était incroyable de vous voir passer d'une personne à une autre sans cesse pour être sûr que tout le monde soit en sécurité. Et c'est la première chose. Tout le monde était... c'était comme un ballet, quoi. Ça allait vite, même quand c'était compliqué de faire des trous dans le sable, etc. Ouais. Tout était incroyablement, en fait, fluide. C'était vraiment incroyable, ces travaux. C'était incroyable, moi, j'ai trouvé. Vraiment, c'était une vraie opportunité pour les étudiants et aussi pour la communauté, que tout le monde, c'est ça qu'on a vu, comme tu l'as dit, très engagé. Ouais. Ils ont mis beaucoup d'enthousiasme et de responsabilité pour participer. C'était très calme pendant les travaux. Il n'y avait pas beaucoup de bruit, ça parlait juste... C'est comme si tout le monde savait exactement ce qu'il devait faire, à quel moment il devait le faire. C'était assez incroyable. Alors, on a des belles questions qui arrivent. Je vais essayer d'aller un petit peu vite. Pendant ce temps-là, vous continuez à voir des photos sur toutes ces étapes de travaux. Alors, laquelle on va choisir? On va prendre celle-ci. Quelles sont les possibilités de réaliser d'autres projets de cette nature, ou peut-être des projets qui vont être liés à l'accès à l'eau pour ce type de communauté? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de réaliser d'autres projets pour vous? Et les besoins sont énormes, d'abord, et la problématique de ces régions, c'est le manque d'eau. Et face au changement climatique, c'est la première aide qu'il faudra apporter. Oui. Nous sommes vraiment très engagés avec Dario pour trouver d'autres solutions et on reste ouvert pour des personnes qui pourront nous aider et voir comment on peut accéder, parce que vraiment, ils ont des puits d'eau artisanales et c'est la mairie qui distribue l'eau en camion. C'est-à-dire que si la mairie un jour ne peut pas apporter de l'eau, ces familles n'ont pas d'eau. Oui, il y a eu une histoire qui a été racontée par l'autre Dario de la communauté Warpé. Donc la mairie amène des citernes d'eau, pas dans toutes les maisons en plus. Pas dans toutes les maisons. Donc des vrais problèmes pour les animaux aussi, pour boire. C'est vraiment c'est difficile à observer. Et qu'est-ce qui s'est passé un jour? Mais le problème, c'est pas seulement la manque d'eau, sinon que l'eau, il est contaminé avec l'arsenic. Ah oui, il y a de l'arsenic dans l'eau. Il y a l'arsenic naturel. Oui. Donc ça, c'est le gros problème aussi. C'est pas seulement la manque d'eau, que déjà, à cause comme elle a dit, à cause du réchauffement climatique, c'est trop compliqué. Mais un jour, Dario a expliqué que le camion n'a pas pu venir pendant 2 semaines. Voilà. Oui, et justement, il disait, on attendait la naissance de notre fille, et on n'avait pas d'eau, on était désespérés, pas de voiture pour nous déplacer. Vous savez... On ne va pas raconter vraiment ce qui s'est passé, parce que... on ne connaît pas tous les détails, ils gardent le sourire. Les détails sont extrêmes. Oui, c'est ça. Extrêmes. C'est ça.
Donc, Le manque d'eau est... Ils ont vu des choses extrêmes. Oui, c'est ça. Donc, et toujours, ils gardent le sourire et cette force incroyable. Ah oui. hein. C'est magique, hein, c'est quand même magique. On va prendre d'autres... les écoles d'Argentine auront-elles du nouveau matériel grâce à l'argent des piles? Alors, je ne sais pas trop de quel matériel il s'agit. On avait amené du matériel scolaire, hein, des stylos qui nous avaient été confiés par une école de France, hein, qui a été distribué. Je ne sais pas si les écoles auront d'autres matériels, j'en sais rien. Ah là là, on a d'autres choses qui viennent d'Argentine. Buen dia, c'est Laetitia. Il va falloir expliquer qui est Laetitia. Laetitia, bonjour, je sais que tu parles français. Lis-le parce que moi, ça ne va pas aller. Bonjour, c'est Laetitia Katzer de la Fondation Vincular. Elle dit qu'elle est très émue par les images. Un grand salut à tout le monde. Voilà. En réalité, Laetitia Katzer, c'était la personne principale qui a, grâce à elle, on a réussi à avoir ce projet. C'est la coordinatrice de ce projet et c'est la personne qui, ça fait plus de 10 ans, qui travaille avec la communauté Huarpe. Elle est anthropologue et nous a aidés. On a travaillé ensemble pendant 5 ans. Elle a une très très grande connaissance de la communauté Huarpe, très grande connaissance des personnes extrêmement investies. De toute façon, ce sont des gens qu'on ne peut que aimer. Donc, c'est, voilà. Et Laetitia aime profondément la communauté Huarpe. Il faut aimer ça pour le faire. Oui, enfin, c'est clair. Ah, ouais. Ok, avez-vous rencontré de gros problèmes? Non. Pendant les chantiers... Le groupe électrogène. Le groupe électrogène, voilà, c'est ça. Oui. C'est ça le truc qui ne démarre pas, là, le groupe électrogène. Quel enfer, ce truc. Et comme les distances, c'est pas tout à fait... En réalité, il n'y a pas de chemin. Et dans ce cas, il faut aller avec quelqu'un pour sortir et rentrer jusqu'à les centres communautaires. Il y a des... Ah oui, à chaque fois qu'on a entré c'est pas balisé. Al champ, c'était avec quelqu'un connu de la zone. Sinon, c'est impossible. Ah oui, ça c'est vraiment un truc important. C'est-à-dire que quand on rentre dans le désert Huarpe, c'est un labyrinthe. Ah oui. C'est-à-dire que vous êtes à un endroit, hop, 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 il y a 5 chemins qui partent. Lequel prendre, vous ne savez pas. Hop, vous arrivez à un autre, il faut partir à gauche, et puis là, il faut repartir à droite. Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Si on n'est pas accompagné, on se perd. Hein. Ah oui. On va juste rencontrer un puma, mais en fait, on se perd complètement. Oui, c'est très impressionnant. Très impressionnant. Avez-vous beaucoup de sourires sur les visages des personnes de la communauté une fois la mission terminée? Ben ça, oui. Alors là, on ne va pas pleurer tout de suite. Hein. Non. Mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de sourires? Oui. En fait, il y a des sourires tout le temps. Beaucoup d'émotions. Ouais, beaucoup. J'aimerais dire, Sylvie, que derrière nous, il y a 3 tableaux qui ont été donnés par une femme argentine qui a fait ces tableaux à Dubaï, parce qu'elle est expatriée à Dubaï, et qui sont des visages de Huarpe, et qu'on va mettre aux enchères pour bénéficier à la communauté Huarpe, pour équiper ces centres communautaires, probablement un écran. C'est la communauté qui va nous dire. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça, ce sont des personnes de la communauté Huarpe qui ont été dessinées. Combien de temps êtes-vous resté sur le chantier? C'est les CM1, CM2 de Barisy-au-Bois qui nous demandent ça. Combien de temps vous êtes resté? Au total, 2 semaines. 2 semaines en total. Mais le chantier est allé beaucoup plus vite, les travaux en tant que tels sont allés beaucoup plus vite. 4 jours. 4 jours. Oui, parce qu'on a bien encadré le personnel de l'école. C'était une aide assez importante. Oui. Donc voilà, ça a été tout parfait, jusqu'à la fin. Oui, c'est ça. Hein. Oui, on n'a pas eu un seul problème. C'était incroyable. Y a-t-il eu des personnes qui ont eu envie d'abandonner? Non, personne. Ah, et pourquoi? Pourquoi on n'abandonne pas quand on est bénévole? Pourquoi on n'abandonne pas? Parce que 5 ans quand même, hein, 5 ans pour y arriver. Pourquoi on n'abandonne pas? Je pense que le nom qu'on a donné à ce projet, Esperanza... Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-nous ce que ça veut dire Esperanza. Espoir. Espoir en français. Et justement, on avait l'espoir d'apporter beaucoup plus que la lumière.
de donner envie qu'il soit une petite graine qui, dans le futur, puisse à la communauté pouvoir profiter de ces projets et sortir de sa situation aujourd'hui en termes de qualité de vie. Superbe, superbe. Donc non, on n'abandonne pas. Je pense que c'est la qualité d'un bénévole qui est engagé dans un projet de solidarité. C'est même s'il y a plein de soucis, on n'abandonne pas. 2 années de Covid, on n'abandonne pas. Non, on s'attache. À qui on s'attache? On s'attache à l'objectif. Oui, c'est ça. C'est ça. On a face à toi des bénéficiaires qui l'attendent, il attend, et tu te sens engagé à pouvoir répondre. Les gens ils ne comprennent pas pourquoi ça passe beaucoup de temps. Oui. Parce que la nécessité, c'est aujourd'hui, un instant. Oui. Donc pourquoi ça passe du temps? C'est ça. Donc voilà. Vous vous sentez responsable en fait vis-à-vis d'eux. C'est difficile. Bien sûr. Bien sûr. C'est agréable. Alors il y a une question, l'argent des piles sert-il juste à électrifier ou permet-il d'aider des gens dans le besoin aussi? Est-ce que ça a juste permis d'électrifier ou est-ce qu'on donne de l'argent comme ça? Et le projet est porté sur l'électrification et sur la distribution de 95 lampes solaires individuelles, une à chaque famille qui n'a pas d'électricité dans leur maison. Et non, on ne donne pas l'argent aux familles. Jamais on donne de l'argent. C'est toujours autour d'un projet. Exactement. Et d'un projet qui a été demandé par une communauté. Voilà, c'est répondre aux besoins de... C'est quelque chose de concret qu'ils ont besoin, mais pas de l'argent. Et aux étudiants, justement, un stage permet parfois de donner, rétribuer son travail, mais le directeur de l'école a souhaité que ce soit des outils qui permettent aux élèves de profiter pour faire du travail. C'est ce qu'on vous voit donner dans le film. Il y avait des tournevis, il y avait des balises. Des balises sécurité, des porte-outils. Oui, vous avez donné du matériel en fait, concrètement. Quelle est la taille de la maison communautaire? Toutes les familles peuvent-elles rentrer? Ça c'est intéressant. Quelle est la taille? Comment on dirait quoi? Combien de mètres? Il doit être 70 mètres carrés à peu près. Oui, ça doit être. Non, pas toutes les familles peuvent rentrer. Il y a combien de familles dans ce désert? Et la communauté sont 140. 140 familles, donc 140 familles. 400 personnes à peu près. D'accord. Oui. D'accord. Ok. Et les enfants alors de ces familles, vous me disiez qu'est-ce qui se passe pour ces enfants aujourd'hui? Comment ils sont? Et les enfants sont scolarisés. Le gouvernement met en place des minibus pour les chercher le matin et les déposer le soir. Certains restent dans des écoles la semaine. Pendant toute la semaine et ils reviennent le week-end. Exactement. Là, aujourd'hui, c'est obligatoire, donc l'école. Donc, il faut qu'ils partent à l'école parce que c'est obligatoire. Oui, c'est ça. C'est ça qui est bien aussi maintenant. C'est qu'ils ont réussi à mettre en place un système pour que les enfants puissent aller à l'école. Attendez, combien de personnes ont bénéficié de l'électricité à Barraqueville? On nous demande ça. C'est ça ce qu'on vient de dire. À peu près 400 personnes de la communauté Villegas, non? Oui, Juan Manuel Villegas. C'est ça, ok, super. Alors, pour vous faire comprendre comment vivent un peu les gens de la communauté Warpé, donc ce sont la plupart du temps des fermiers qui ne cultivent pas parce qu'il n'y a rien à cultiver, on est dans un désert, donc ils ont des animaux. La plupart du temps, ils ont des chèvres. Et donc, très, très, très gentiment, il y a Ramiro qui nous a proposé de remonter dans le 4x4. Là, Griselda, extraordinaire, décide de monter quand même sur le plateau du 4x4. Tout va très bien. Bref, Griselda aime bien l'aventure. Donc ça, c'était plutôt drôle. Et Ramiro nous a proposé d'aller dans sa ferme pour voir sa ferme et voir aussi ce que la lampe solaire qui était offerte, qui fait partie de cette mission, a pu changer concrètement dans leur vie. Je vous propose de regarder cette vidéo. Víctor se llama.
Chao, Víctor. Voilà, vous avez vraiment vu à quoi ressemblait une ferme. On a voulu vous laisser toutes ces chèvres qui sortaient. On n'en voyait pas le bout quand même quand on était au milieu. Et la question que j'ai posée très innocemment à ce moment-là, c'était est-ce que il faut traire les chèvres, toutes les chèvres le soir? Et la réponse c'est bah oui. Donc voilà, 4 personnes pour traire 700 chèvres. Oui. Tout à fait. Est-ce que vous avez vu aussi à un moment dans la pièce, ce sont les fromages qui sont faits, que l'on a goûté. Il y a un fromage qui a été offert, ce qui était un cadeau inestimable. Et je pense que ces images étaient importantes pour que vous compreniez bien à quel point, voilà, ce que cette lampe amène. Au début, on pense qu'on voit clair, mais c'est parce que la porte de la maison est ouverte. Mais quand il ferme la porte, parce que là, on était au début de l'automne, donc il faisait froid le matin, très chaud l'après-midi, 7 degrés le matin, 35 l'après-midi, mais en hiver, il fait froid. Oui, tout à fait. L'hiver, c'est très dur, sachant qu'il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de... Oui. Bah, c'est les bois qu'ils utilisent pour s'échauffer. C'est ça. Et donc la lumière, c'est vraiment cette possibilité d'avoir de la lumière, de pouvoir faire quelque chose le soir dans ces maisons qui sont
totalement noires, qui sont construites en terre et qui sont totalement obscures en fait. Oui, donc l'hiver c'est très dur. Oui, l'hiver c'est très dur. L'hiver, la nuit c'est plus longue, donc c'est tout. Oui, ils étaient vraiment dans le noir. Est-ce que les villageois ne vivent que des chèvres? Pratiquement, son activité principale, c'est... À 80% ou 90%. Après, quelqu'un, il faut des petites artisanats. Un petit peu d'artisanat, oui. Mais en fait, la problématique, c'est qu'ils peuvent difficilement avoir d'autres animaux parce que autour, vous avez vu quand on est les images qui sont dans le désert, vous avez des sortes de buissons que les chèvres vont brouter, mais il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de choses comme ça, on est dans le sable. Exactement. Donc, voilà. Il y a un arbre qui s'appelle algarrobo qui donne une espèce de haricot vert. Des fruits. C'est le fruit en fait de la plante. Et c'est ça qui contient beaucoup de vitamines en fait. C'est la principale source de nutrition de tous les animaux. Donc, mais voilà, c'est pas l'arbre qui a des grosses épines, Dario? Tout à fait. Et comment elles font? Oui, non, l'algarrobo n'a pas de grosses épines, ça c'est un autre. D'accord, ok. Parce qu'il y a des arbres qui se défendent bien dans le désert avec des grandes épines. Tout à fait. Il y a une belle question, enfin elles sont toutes belles. Mais pourquoi avez-vous choisi la communauté Warpé? En réalité, ce n'est pas la communauté Warpé que nous avons choisie, c'est à l'inverse. C'est la communauté Warpé qui nous a posé la question si on pouvait les aider. Et c'est vrai que pour l'opération Pile Solidaire, on a, parce que chaque année il faut choisir un projet, c'est très très difficile de choisir parmi tous ces projets, mais on a été particulièrement touchés par cette communauté Warpé. Et je crois qu'il faut expliquer la particularité de cette communauté Warpé à tous les jeunes qui nous écoutent, qui nous suivent. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette communauté? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? En réalité, c'est une communauté aborigène qui était autochtone. Ils ont vécu toujours dans cette région. Et quand les Espagnols sont arrivés, la Grande Conquista, ils ont été, pour se protéger, ils se sont réfugiés dans le désert. Et ils sont très fiers de sa terre aujourd'hui, de maintenir ses racines, ses identités. Et il ne veut pas changer. Face à toutes les difficultés qu'ils ont de vivre, ils souhaitent justement continuer à garder ses origines, sa terre. Ils sont très heureux de pouvoir continuer dans ces terres. Ils ont un sentiment d'appartenance très très fort. Très très fort. Très très fort. Même avec les choses qu'ils ont vécues, parce que il faut se rappeler qu'à l'époque de la colonie, tout ça c'est un grand lac. Oui. Le désert que vous avez vu, c'était un lac. Oui, c'est ça. Un lac. Il ne faut pas oublier ça. Donc, ils vivaient de la pêche, des animaux. De la chasse. De la chasse. Il avait autre type d'animaux à l'époque. Et par contre, les algarrobos qu'on a parlé à l'époque, c'est des forêts. Ouais. Des grosses. Et tout ça, ça a été coupé en fait par les Espagnols. Espagnols. Ça a été coupé pour amener les voies et les charbons à la ville de Mendoza. Ça a été canalisé pour transporter l'eau au centre-ville. Et finalement, aujourd'hui, il se trouve sans rien. Et les puits d'eau n'ont pas beaucoup d'eau. C'est-à-dire que les ressources sont pas énorme en ce moment pour donner une solution. Je trouve que dans ce désert et dans cette communauté Warpé, il y a une vraie leçon sur la manière dont les ressources naturelles ont été pillées et aujourd'hui ce qui reste. Et je pense que c'est une vraie leçon dans ce que l'on est aujourd'hui face au réchauffement climatique et tout. C'est vraiment une vraie réflexion. En tout cas, eux savent vivre et survivre dans le désert, c'est assez incroyable. Combien de temps les Warpé, alors on a plein de questions. Une question toute simple. Comment font les habitants de la communauté Warpé pour se laver? La mairie amène des cisternes à certaines maisons en des puits. Et dans ces cas, il extrait l'eau, pas énorme, il les met dans une bouteille
et dans les bouteilles, ils se lavent les mains. Après, la mairie a fait un aqueduc. Un aqueduc, oui. Qui était utilisé pour, et qui bénéficie certaines familles, mais pas tous. Les familles isolées, non. Ce qui est certain, c'est que l'utilisation de l'eau, elle est millimétrée. Hein. On ne prend pas... Ah non, non, il y a des compteurs. Ah, non. Oui. Il y a des compteurs pour savoir que... Oui. Parce que vraiment, le problème aujourd'hui, c'est que les animaux meurent de soif et les familles utilisent l'eau de cet aqueduc pour les animaux. Et dans ces cas, ils se sont obligés, la mairie, à mettre des compteurs pour contrôler un peu parce que finalement, ça va être... c'est pas suffisant pour tout le monde. Oui. C'est vrai que quand on était dans la ferme de Ramiro, on a vu la manière dont les chevaux se précipitent pour aller boire un peu. C'est très... c'est difficile. On a vu des animaux morts dans le désert. Oui. C'est un désert difficile, enfin comme tous les déserts, mais il est vraiment difficile. Alors on va essayer de prendre... Est-ce que chacune des chefs portait un nom? Oh, bah ça, je ne sais pas. Combien? Est-ce que chacune des chèvres avait un nom? Je ne sais pas. Non, on ne sait pas, on est désolé, on n'a pas demandé ça quand on y était. Je crois que ça va être difficile. Ça serait difficile d'appeler les 700 chèvres. Attention, une seule famille avait 700 chèvres, oui. Les autres sont beaucoup plus modestes. Oui. Oui, parce que là, il y en avait vraiment beaucoup dans la famille. Normalement, ils sont 30, 40, 50 chèvres, pas plus que ça. Oui. Peut-être que quand il y en a moins, elles ont un petit nom. Ouais. On ne sait pas. On n'a pas posé la question. La communauté Warpé vit-elle exclusivement dans l'environnement difficile du désert de la Vallée? Pas tout. La communauté Warpé est sur tout le département de la Vallée. Et certaines sont déjà dans des villages qui ont été électrifiés et qu'il y a de l'eau potable. Mais toujours dans le désert? Non, ils sont dans une partie du village. De la ville de la Vallée. D'accord. Et on peut dire qu'il y a 8 communautés aujourd'hui qui continuent dans des situations très difficiles, dans le désert. Dans le désert, ok. Les écoles auraient-elles besoin de manuels scolaires? Alors, il faut peut-être faire comprendre quelque chose, c'est que dans le désert, il n'y a pas d'école. Non. L'école, elle est dans la petite ville de la Vallée. Non. Il y a quelques écoles qui sont dans le désert. Ah bon? Oui. On a connu en 2017 qu'on était là-bas. Et c'est une école moderne qu'ils ont fait là. Avec un groupe électrogène. Avec des puits et tout ça. Et des endroits pour les enfants, pour qu'ils restent là, pour les professeurs aussi, pour qu'ils restent là, le professeur, le directeur, tout. Oui. Et voilà, donc c'est des écoles qui fonctionnent, ils travaillent pendant l'été. D'accord. Et l'hiver, ils sont fermés. Pourquoi? Justement pour le froid. Ah, d'accord. À cause des conditions extrêmes. D'accord. Il y a des écoles aussi dans la Cordillère des Andes qui travaillent pareil. D'accord. Pendant que c'est l'été et le printemps, ils travaillent. Et après, l'hiver, ils sont fermés. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que les écoles auraient besoin de manuels scolaires, vous pensez? Non, je ne pense pas. Je pense que les écoles aujourd'hui sont bien... ils ont tout le matériel bien équipé. Exactement, tout le matériel qu'ils ont besoin et les enfants sont tous à l'école, une chose qu'on n'a pas vue en 2017, mais en ce moment c'est beaucoup plus exigeant au niveau de l'État. Et je pense que les écoles sont tous électrifiées en ce moment. On a posé la question. La difficulté reste sur les familles et sur certains centres communautaires. D'accord, ok. Il y a une longue question, je ne sais pas si c'est une question d'ailleurs. Mon souhait est que dans quelques années, les enfants de cette communauté puissent s'élever socialement grâce à ce projet et peut-être pourront-ils acquérir l'habitude de lire tous les soirs grâce à l'accès à l'énergie. Ah, c'est joli, c'est quelqu'un qui se propose d'être à notre disposition pour continuer à collaborer à ces initiatives. C'est un joli souhait. Exactement. Ça pourrait être le mot de la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Je pense qu'on va réfléchir et on est en train justement de réfléchir de quelle façon on peut travailler
et continuer continuer à aider ces communautés dans la problématique de l'eau. Ouais. Une jolie question. Qu'est-ce que les villageois boivent s'il n'y a pas d'eau? C'est une vraie... C'est une vraie question, mais pour le moment, ils ne boivent que de l'eau qu'ils sont. Oui. Parfois, c'est Ils avec sont l'arsenic. très, très économes. On voit les personnes comme les dents ils sont attaquées pour l'arsenic. Et bon, il n'y a pas de choix. Ouais. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de solution. Non. Ouais. C'est quelque chose qui est assez terrible. Comment font les habitants pour s'habiller? Ah, j'ai vu sur une photo, il y avait un métier à tisser. Ils tissent leurs vêtements ou pas? Non. Il y a un camion qui passe, je pense que c'est une fois toutes les 2 semaines, et qui amène des vêtements. D'accord. Vend des vêtements, vend de l'eau, toutes les choses que chaque famille peut avoir besoin. Comme une petite épicerie, Exactement, un petit magasin. Qui se traslade. Après, Mais pas partout, parce qu'il y a des endroits que tu ne peux pas rentrer avec le camion. Parce que les dunes sont assez importantes. Ah oui, parce que ça Et même avec une 4x4, c'est trop difficile. Oui. On est arrivé à ça, on s'est arrêté net avec un 4x4. Parce que vous étiez dans une dune et ça passait plus. Exactement. Et il y avait des maisons un peu plus loin, c'est ça? Oui, Et tout à fait. à 15 km D'une maison. Et comment vous avez fait alors? En réalité, on est allé avec quelqu'un de la région, quelqu'un, un lugareño on appelle en espagnol, un guide. Et lui, il a fait tout le nécessaire. Parfois, on voyait des plastiques, des bouteilles plastiques dans les chemins. Au-dessous du panneau, de la rue. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que si le 4x4 sans sable, les bouteilles plastiques qui sont sur le bord du chemin, c'est pour aider le 4x4 à redémarrer. Parce que je n'avais pas compris, moi, pourquoi on voyait des bouteilles plastiques. On met des bois, des choses, des pierres. Bon, des pierres, il n'y en a pas beaucoup là-bas. Et quelque chose pour que les roues il tractionnent, en fait. Oui. Et voilà, il peut... En fait, c'est la seule façon. L'arrivée jusqu'à la maison communautaire, c'était le plus simple. Oui, là, c'est bien. Mais pour aller de maison en maison, c'est super plus compliqué. Là, c'est trop compliqué. Ouais. Alors, on a une question. Combien a coûté chaque panneau photovoltaïque, et la mission au total? Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Si, la mission au total, si on comptabilise les temps de bénévoles, je pense qu'on arrive à 95 000 euros. Vraiment, c'est un projet pas très, très grand quand même. Et les lampes solaires rechargeables à coûté, sont chères. Mais c'était la solution pour ces familles. C'est-à-dire, et après, en termes de matériel, 60 000 euros. D'accord. À peu près. Pour tout le matériel pour qui était nécessaire. Pour tous les matériels, pour tout. Combien de temps les Warpé vont-ils pouvoir bénéficier des résultats de ce projet? Le réseau de panneaux sera-t-il renouvelé en temps voulu? Ça, c'est important parce qu'il y avait cette histoire d'autofinancement, en fait. Racontez ça. Oui. Et nous travaillons à Électriciens sans frontières avec un projet, la pérennisation d'un projet, c'est-à-dire qu'on engage à la communauté à suivre, à maintenir en bonnes conditions l'utilisation les installations. Et pendant 10 ans, on va suivre les chantiers et une fois que certains équipements commencent à dysfonctionner ou à la fin de sa vie utile, on va les remplacer. On va contribuer au niveau de 50% du montant total des matériels qu'il faut renouveler. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on souhaite que ces projets soient les projets des Warpé et que les Warpé s'engagent aussi à maintenir en bonnes conditions pendant toute la vie. Mais pendant 10 ans, on continue à les aider dans les suivis et financièrement aussi. Super. Et donc, si vous ne refinancerez qu'à 50%, les autres 50%, c'est la communauté qui doit trouver le financement? Comment ça se passe? La communauté, grâce à ces lampes solaires,
Et chaque famille va faire une petite contribution à la communauté Huarpe et c'est une épargne qu'ils gardent pour le moment qu'il faut renouveler le matériel. Tu m'avais expliqué le prix de la contribution, ça équivaut à combien, ce qui est demandé aux familles? On a fait une analyse coût-bénéfice qu'on a fait pour le projet, c'est-à-dire combien serait un prix abordable pour la communauté. Et ces prix, c'était rigolo parce que c'était presque le même prix qu'avait calculé la communauté Huarpe. D'accord. Et c'est 150 pesos, que c'est moins d'1 kilo de pain par mois. Voilà, c'est ça, un peu coût. moins du prix d'un kilo de pain. Exactement. D'accord, ok, super. On prend d'autres questions. À combien de kilomètres se trouve Buenos Aires? Ouf. Ça, c'est loin. 1100 et quelques kilomètres. 1500 kilomètres? Oui, c'est ça. 1100. Oui, ok, super. Quelle est l'alimentation de la communauté? Qu'est-ce qu'ils mangent? Principalement de la viande de chèvre. Ouais. La viande de chèvre. Parce que impossible d'avoir des végétaux ou des fruits. Seulement s'il y a ces camions qui passent une fois, mais ça coûte cher aussi. Ouais. Et fondamentalement, ils mangent fromage, lait, tous les produits dérivés de chèvre. De la chèvre, Ouais. c'est ça. Ouais. Et un peu de céréales quand même, parce qu'ils disaient qu'ils arrivaient à faire un peu de pain parfois. Oui, Oui. il y a de la farine et tout ça pour Oui, c'est faire. ça. Ils font le pain, Ouais. bien sûr. C'est très, Ouais. c'est très limité. Le pain et les Très limité. empanadas. Ouais. Bien sûr. Comment tu dis en espagnol? Empanadas. Les empanadas, j'adore. Que mangez-vous chaque jour lors du chantier? Mangez-vous avec la communauté? Ah oui, on a mangé tous ensemble. Ah oui. Oui. On se quitte plus quand on est sur le chantier. On est tous ensemble, de la sortie du 4x4 à l'autre sortie du 4x4. Et c'était bon ce qu'on a mangé. Qu'est-ce qu'on a mangé? Vous vous souvenez? Oui, bien sûr, on a mangé des poulets avec des riz. Le premier jour. Le premier jour. Et des pâtes. Après, et des pâtes aussi, on a mangé des chèvres. Oui. Comment on s'appelle ça déjà? Il y avait de la viande de chèvre le deuxième Asado jour. à la olla. C'est le barbecue à la casserole. C'est ça, c'est ça. Mais si vous avez vu les photos qu'on avait mises dans le carnet de route, et on vous a montré aussi au début, quand on arrive dans le village, on voit un four qui est en terre. Oui. Donc oui. Nancy, c'est la femme que tout le monde embrasse en fait. Elle cuisinait là. Et il y a quand même l'anecdote de ce toutou qui était trop mignon parce que le premier jour, on a un chien qui est arrivé au moment du repas, parce que ça sentait quand même bon, hein, la casserole. Ce chien est arrivé de nulle part. Voilà, hein. C'était le chien d'un voisin qui habitait à quelques kilomètres, qui a attendu sagement qu'on ait fini nos assiettes. Et comme on en allait tous laisser un petit peu, on a donné à ce chien, qui je pense a mangé. Il était très content. Hein. Il a mangé plus que ce qu'il avait jamais mangé peut-être de sa vie. En tout cas, il a vraiment mangé bien. Exactement. Donc non, c'était très bon. Et voilà, c'était des plats qui étaient cuisinés par la communauté. Et c'est clair qu'on mangeait absolument tous ensemble. Oh là là, technique là. Combien de kilowatts sont produits par un panneau solaire? Dario, j'en ai pas la moindre idée moi. Combien de kilowatts? Je ne me rappelle plus. Le total, c'est de... On a mis 8 panneaux. Oui. C'est 8 panneaux. Et ça produit combien? C'est de 750 kilowatts, je crois, non? Et chaque panneau. Et au total, on avait... 550 kilowatts? Au total? J'ai oublié ces dates-là. On pourra répondre après. Oui, on répondra après. Techniquement, ils ont oublié. Mais le dimensionnement a été fait justement. Comment on fait? Il y a des bénévoles chez nous, Électriciens sans frontières, qui sont experts dans ces sujets. Et il y a des outils qui permettent de faire les calculs en fonction des besoins. C'est-à-dire, on calcule quelle sera l'utilisation qu'ils vont donner à ces centres communautaires, combien de lampes, combien de prises on va mettre de courant, des téléphones portables. Quels sont les appareils qu'on va utiliser? Qu'on va connecter et on calcule une puissance et en fonction de
de la luminosité dans la région, parce qu'il faut savoir qu'en Argentine, ce n'est pas tout à fait le même calcul qu'ici en France. On détermine les panneaux nécessaires et les batteries. Super, ok, super. Où naissent les enfants de la communauté s'il n'y a pas d'hôpital à proximité? Et l'hôpital, c'est à combien 80 km pour les familles plus éloignées. Un peu plus. Et nous avons rencontré lors de la première mission une femme avec son enfant. Et on a visité sa maison et elle nous racontait que le lendemain, elle avait un contrôle pour son bébé d'1 an et demi et à cheval pendant 4 heures parce qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin. Sinon, il y a des centres sanitaires. Un poste. Oui, tout à fait. Un Des poste petites sanitaire. installations. Les médecins font tous les 2 semaines ou une fois par mois. Ah, une fois par mois. Ils se déplacent, les médecins, et les familles arrivent. Mais le problème, c'est que comme les routes sont comme ça, il faut se déplacer à cheval, presque. Oui. Oui, ça c'était important. Dans une des vidéos, vous avez vu un gaucho qui passait à cheval. Et le cheval, ça reste le moyen de transport, en fait. Vous avez vu des enfants qui allaient à l'école à cheval. Tout à fait. Oui, oui, on a trouvé des enfants qui... on fait 2 enfants de 7 et de 3 ans. Oui. Les 2 à cheval pour y aller à l'école. Oui. Oui, c'est ça. Comme ça dans le désert. Comment le matériel a-t-il été acheminé? Ah bah ça, on l'a vu. Comment il était acheminé? Avec les 4x4. Oui. Avec le 4x4. Il y a un petit trail. Oui, les 4x4, c'est vrai que voilà. Où les projets des électriciens sans frontières se réalisent-ils? Il y a des projets dans le monde entier. Particulièrement, il y a 90 projets qui se réalisent en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'associations françaises et on répond à des demandes. Mais sinon, il y a des projets dans le monde entier. Dans le monde Pas entier. beaucoup en Amérique latine. Oui, même si les besoins sont très importants. Exactement. Ouais, c'est clair. Quelle sera la mission de l'an prochain? On ne la connaît pas encore, on n'a pas encore rencontré les personnes d'Électriciens sans frontières à ce propos, donc on ne peut pas encore vous le dire. Comme chaque année, c'est difficile de choisir les missions parce qu'il faut faire un choix. Mais on ne peut pas encore vous répondre à ce sujet. Ça se fait pendant l'été en principe et on peut vous l'annoncer au moment où vous allez vous réinscrire à l'opération Pile Solidaire, c'est-à-dire au début du mois de septembre. Alors, comment se protègent-ils de la pluie dans leur maison? On a cette question-là. Il n'y a pas beaucoup de protection. Ils font des maisons assez simples, avec des bois et de la terre. Et parfois, s'ils ont la possibilité d'obtenir des plastiques, ils mettent des plastiques. Ouais, une bâche, une sorte de bâche en plastique. Oui, là, une sorte de bâche. Et sur la bâche, ils mettent de la terre. C'est la seule chose. C'est très rudimentaire, c'est clair. À quel jeu jouent les enfants de la communauté? Comme en Argentine, le principal, c'est... Le football. Voilà. Ça, c'est la réponse de Dario. Alors, la réponse de Griselda, c'est quoi? En réalité, on a mené quelques ballons de foot. Oui, vous avez amené ça. Et c'était la joie des enfants. C'était le plus important, voir les sourires des enfants. C'était le plus joli de ce projet, je pense, de voir grâce à un ballon seulement. Oui, c'est ça. Hein? Oui. C'est ça. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien, ni jouer, je sais pas. Ils n'ont rien. Donc, dès que tu amènes quelque chose, c'est... Ils sont avec les animaux, avec les chèvres, comme, tu vois, comme si... Ils jouent avec la nature. Ouais, c'est ça. C'est simple. Avec ce qu'ils trouvent, et puis ils font des jeux. Mais il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Avez-vous eu des échanges avec les enfants? Oui, en réalité, il n'y a pas beaucoup d'enfants parce que les enfants étaient à l'école. À l'époque. On a partagé avec 3 enfants
que ce jour, il n'avait pas l'institutrice. Et si, il était content, un peu timide parfois, non? Mais oui, si, ils sont très timides. Ouais. C'est sûr qu'ils ne sont pas toujours avec beaucoup de monde. En plus, on arrive un peu étrange. Oui, on arrive avec des 4x4. Enfin, c'est des choses enfin, peut-être certains n'avaient jamais vu ça. C'est très en solitude. On a emporté des choses pour, justement... grâce aux écoles, hein, qui nous ont donné beaucoup. Et on a emporté des gants, des bonnets, des pulls. Des pulls, vous avez apporté aussi. Oui, de Pascal qui a trouvé ça. Et bon, voilà, c'est les choix pour eux. C'est clair. Alors, il y a un joli message. Bonjour des élèves de première générale et de Brigitte Perle du lycée Anne de Jeannès de Metz. Merci pour votre action et notre collaboration avec Griselda. Pourrons-nous rester en contact avec cette communauté Warpé pour continuer à sensibiliser les élèves sur les conditions de vie de cette communauté? Bien sûr. Ouais, c'est possible, ça. Hein? Oui, tout à fait, c'est possible. Après, il faut savoir que l'histoire du langage, c'est difficile. On a laissé justement... Merci, Madame Père, parce qu'on a échangé beaucoup. Et ces élèves, ils ont fait un travail très important de sensibilisation dans tous les collèges. Ouais, magnifique, magnifique. Magnifique, merci. Alors, une petite question encore. Y a-t-il eu des blessés lors de l'installation? Non. Non. Heureusement que non. Non, non, non. Ça a été tout heureusement bien passé, bien contrôlé. Donc, déjà, au début del chantier, c'est la première chose qu'on a expliqué encore. La sécurité, la précaution et éviter tout type d'accident. C'était ça. Hein. Alors, vite quelques petites questions avant d'arriver à la fin de l'émission. Ça passe vite, hein, c'est comme ça. Voilà, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes de pollution en Argentine? En Argentine, c'est trop grand. C'est trop grand. Si on peut parler de Buenos Aires, la capitale, ça c'est autre chose, oui. Oui, sur Buenos Aires. Évidemment. Ouais. Il y a 20 et quelques millions d'habitants là-bas. Mais chez nous, très peu. Très peu. Très peu. Très peu, ouais. Ça dépend vraiment des endroits. C'est pas un problème, ça. Qui a eu l'idée de fonder Pile Solidaire? Eh ben ça c'est Battery Box, bien entendu. Battery Box qui a eu l'idée de fonder Pile Solidaire et de proposer aux établissements scolaires de faire une petite action ici, de collecter des piles ici pour faire un immense projet solidaire plus loin. Donc c'est cet éco-organisme qui a eu cette idée de vous sensibiliser, vous les jeunes, à la protection de l'environnement ici, à avoir un geste éco-citoyen ici, et de se rendre compte peut-être que vous vous rendiez compte que ce tout petit effort de collecter des piles usagées, de faire le fond des tiroirs dans vos maisons et d'apporter ça dans des cartons dans l'établissement scolaire, ça permet de réaliser des choses qui sont incroyables. J'espère que vous l'avez ressenti avec les films qu'on vous a montrés, de changer la vie de gens, de réaliser des projets qu'ils attendent depuis des années, et que c'est grâce à ça, en fait, que Pile Solidaire existe. Et ça, c'est une volonté absolue de l'éco-organisme Battery Box de réaliser ce projet. Voilà, je pourrais en parler pendant très très longtemps, mais voilà. Dites-moi, pour les Warpé, l'école est obligatoire jusqu'à quel âge? Peut-être que je voudrais savoir si c'est moins ou plus que... Pour les Warpé, c'est comme pour n'importe quel enfant en Argentine, c'est l'éducation nationale, c'est la loi, c'est jusqu'à le lycée, sachant qu'il y a beaucoup qui, à la fin de l'école primaire, restent à la maison, parce que soit c'est très loin, soit ils n'ont pas les moyens. Donc, par exemple, j'aimerais bien dire, on a vu à Ramiro dans ce film. Ramiro, c'est une personne de 44 ans. Il n'a pas eu jamais l'opportunité d'aller à l'école. Et aujourd'hui, il travaille très fort pour que ses enfants puissent aller à une école et avoir tout le nécessaire. Et on parle d'une personne de 44 ans. Oui, qui n'a jamais eu la chance d'y aller, oui. Exactement.
On va arriver presque au terme de cette émission. On va vous projeter une dernière petite vidéo. Il faut que je vais essayer de vous mettre dans cette ambiance-là. Ça a été un moment qui a été extrêmement fort en émotion, c'est-à-dire que lorsque la lumière s'est allumée dans la maison communautaire, passer ce moment de sourire, de joie, c'était presque un étonnement qu'il y avait. On appuie sur un bouton et toutes les lumières se sont allumées. C'était quelque chose d'incroyable. Tout le monde savait que ça allait se produire, mais néanmoins, ça reste. Il faut que vous vous rendiez compte que la lumière là-bas, c'est pas comme ici, c'est pas quelque chose qui est transparent. Nous, on s'étonne quand on appuie sur le bouton et que la lumière n'arrive pas. Quand il y a eu tant d'énergie, tant de personnes qui se sont mobilisées pendant tant d'années, et puis tous ces travaux avec toutes ces personnes qui sont arrivées, et quand Dario appuie sur le bouton et que la lumière s'allume dans la maison communautaire, il y a eu un moment qui était... j'ai jamais les mots pour expliquer ce qui se passe à ce moment-là, mais c'est extrêmement bouleversant. Il y a des rires, mais il y a aussi énormément d'émotions. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu plein de discours. Tout le monde a fait des discours, a pris la parole. Alors c'était compliqué pour moi parce que je ne parle pas l'espagnol. Ce que j'ai vu là, et c'est ce qu'on a voulu vous montrer, c'est que aucun discours ne s'est terminé sans que les voix se cassent, sans qu'il y ait quelques larmes, sans qu'il y ait beaucoup de larmes, sans qu'il y ait beaucoup de larmes. C'était un moment de très grande émotion et je voulais vraiment vous montrer ces images-là pour que vous vous rendiez compte peut-être ce que ça représente en fait, c'est-à-dire ce que vous avez fait, ce projet Pile Solidaire cette année, ce que vous avez aidé à concrétiser. Et je voudrais vous expliquer une chose, c'est que pendant cette vidéo, Dario, ce monsieur qui a le chapeau qu'on voit au début, qui est de la communauté Huarpe, qui est le mari de Nancy, pendant un repas, on lui a demandé de nous chanter une chanson. Et il a chanté une chanson que Griselda et Dario ont traduite. Et cette chanson parle de la communauté Huarpe et pourquoi cette communauté est à ce point attachée à sa terre et pourquoi ils ne bougeront pas de ce désert. Donc on va vous laisser regarder cette vidéo et on conclura à la fin. Go. Quiero cantarle a mi pueblo Guanacache, pedirle a mis hermanos que defendamos lo nuestro, aquello que nos robaron, si era de nuestros ancestros, y los quitaron el agua y le llamaron desierto, hasta talaron el árbol que daba pan a mi pueblo. Por eso, hermanos, les pido que unidos la reclamemos, que unidos la reclamemos. Palma. Que nos devuelvan mi padre, que tanto daño le han hecho. No puedo ver a mi tierra que la sigan sometiendo, intereses de unos pocos, amparados por gobiernos. Por eso pido justicia, justicia para mi pueblo. No quiero ver alambrados ni tranqueras en el tiempo. Yo quiero ser como pájaros, libres en su pleno vuelo, porque es cultura del Huarpe, de esta raza que no ha muerto, de esta raza que no ha muerto. Que los devuelva a mi madre, que tanto daño le han hecho. No puedo ver a mi tierra, que la sigan sometiendo, intereses de unos pocos, amparados por gobiernos. Por eso pido justicia, justicia para mi pueblo. Voilà, on voulait vous faire partager ce moment. C'était assez incroyable. Il y a eu de beaux discours avec des
des mots incroyables de cette communauté qui est fière de ce qu'elle est, qui est fière d'où elle vit, qui aime sa terre, qui aime ses valeurs, qui a tout partagé avec nous, qui a été d'une générosité incroyable, que des sourires, que de la bienveillance. Ils vous accueillent tout de suite, même s'ils ne vous connaissent pas, en vous embrassant. Donc c'est une population qui est tellement, tellement, tellement attachante. Alors je voulais vous dire que cette émission, vous allez pouvoir la retrouver sur le site de pilesolidaire.org, bien entendu. Je voulais remercier énormément Griselda, Dario, tous les gens qui ont participé à ce projet. Alors on voit qu'il y a des mots, felicitaciones Griselda y Dario pour este proyecto solidaro, pour votre projet solidaire. C'est encore desde Mendoza. Voilà, en plus ce sont des gens qui vous disent muchas gracias, qui disent beaucoup, beaucoup de merci. Et qu'est-ce que ça veut dire vamos por más? Ça veut dire quoi? Pour les prochains projets. On attend un projet futur. On sera là, c'est certain. Voilà. Je voudrais vraiment dire merci à tout le monde, faire une bise à chaque jeune du centre de formation, remercier absolument tout le monde. Mais je laisserai quand même le mot de la fin à Griselda et Dario. C'est-à-dire que pour vous, ce projet, quel est votre message aux jeunes qui nous écoutent? Vous voulez leur dire quoi? Tu as dit énormément de choses. Oui, j'ai dit beaucoup très importantes, de choses. Très importantes et vraies. Et je pense que d'abord, il ne faut pas arriver à des conclusions quand on a besoin de contribuer avec quelqu'un, avec un projet de solidarité. Il faut écouter, il faut comprendre, il faut se mettre dans la peau de l'autre avant d'arriver à des conclusions. Et cette communauté nous a dit qu'ils sont heureux de sa vie, fiers de ses racines et qu'ils vont défendre jusqu'à la fin son territoire. C'est immense. Ok, c'est énorme. Tout est dit là. Ouais. C'est énorme. Oui, oui, oui. Ils nous ont donné beaucoup plus que nous avons fait en réalité. C'est ça. C'est merveilleux pouvoir travailler dans des projets de solidarité. C'est ça que je veux dire. Dario, tu veux ajouter quelque chose? On a vu qu'ils se sont bien compénétrés, ils sont bien investis dans tous les projets, dans toutes les choses. C'est des gens, et ils ont fait pas mal de choses assez intéressantes. Et donc, ils sont très heureux d'être Huarpe, de vivre là, même avec toutes les difficultés qu'ils ont, mais ils sont contents. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut la penser, parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas ça, il n'y a pas de l'autre, il n'y a pas un shopping. Non, c'est pas ça. La vie heureuse, ça passe pour autre côté, en fait. Et ils sont heureux, ils sont bien. Oui, ils sont heureux. Alors, bon, je ne sais pas comment conclure, en fait, parce que c'était incroyable. Merci pour toutes vos questions. On a des merci qui arrivent, on a des grands bravos, etc. De tout cœur avec vous. Bon, alors, plein de messages. Voilà, on va pas faire. Moi, je voulais vous remercier, vous tous, les jeunes, vous tous enseignants qui vous êtes engagés dans cette opération Pile Solidaire, parce que sans vous, ça ne pouvait pas fonctionner non plus. J'espère qu'on vous a fait partager le plus possible de cette émotion et de la magie et l'immense amour qu'il y a dans cette communauté. Je voudrais remercier aussi beaucoup, bien entendu, toute l'équipe Battery Box, parce qu'il y a Perrine, il y a Chloé, il y a Yann, il y a tous ceux qui s'occupent des enlèvements, qui répondent au téléphone, qui font que tout ça fonctionne. C'est une petite équipe avec une énergie délirante. Et je pense que
vous devriez dire un truc en espagnol à la fin, pour finir l'émission. Je ne sais pas si on va le comprendre, mais ce n'est pas grave. Comme ça, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais dites un truc en espagnol. D'abord, j'aimerais te dire merci énormément, Sylvie. Eh oui. Parce que vraiment, tu as fait... C'était pas un travail, c'était une grande richesse d'avoir partagé avec toi ces projets. Comme tu as dit, c'est une chance de le vivre. Exactement. C'est une chance. Y para todos, bueno, la gente que pueden estar viéndonos, que estamos felices. Je ne sais pas, muchas gracias por habernos permitido estar juntos. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est dit, mais je pense que c'était bien. No, mil gracias a todos los que nos han ayudado, nos han apoyado, que han contribuido de una u otra manera a todos. On ne peut pas, perdón, no podemos nombrar uno por uno porque a lo mejor nos olvidamos de alguno y no sería bueno. Entonces, mil gracias a todos los que nos han ayudado. Y bravo. Y bravo. Et je sais dire une chose en espagnol. Ça va vouloir dire gros bisous. Besos grandes.